Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. Petr Václav, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréat de nombreux prix cinématographiques, il faut le dire quand même en introduction, pour ce podcast en collaboration avec le Centre tchèque de Paris, dont 7 lions tchèques attribués à votre film Cesta ven, qui a été traduit comme Janeta ou Zaneta en français. Vous êtes un cinéaste qui oscille entre la France, la Tchéquie, l'Italie aussi, c'est un peu partout. De votre cinématographie se dégage, je pense, deux grandes lignes. L'intérêt pour les thèmes, on pourrait dire sociaux, puisque vous êtes un des rares réalisateurs tchèques qui vous êtes intéressé à la communauté rome dans vos films. Et puis alors rien à voir, ou alors peut-être que si, on va en parler, une passion pour le musicien Josef Mysliveček. On y reviendra. Peut-être pour commencer cette discussion, j'aimerais vous demander, puisque vous êtes cinéaste, quel spectateur êtes-vous dans une salle obscure ? Comme tout le monde. Non, mais je suis un peu irritable. C'est vrai que si j'aime pas le film, je sens assez rapidement si le film m'intéresse ou pas, et j'ai la mauvaise tendance de partir quand ça me plaît pas. Mais sinon, je suis un spectateur tout à fait ordinaire qui regarde le film d'une manière assez naïve. Quand j'aime le film, après je me dis que je n'ai pas fait attention s'il a mis la caméra sur le trépied ou à l'épaule. J'oublie tout, en fait, je regarde comme un enfant. À quand remonte votre goût pour le cinéma et l'envie d'en faire ? Ça, je pense que ça existait depuis toujours. Je me souviens que le cinéma, c'était présent déjà quand on était enfant, mais tout petit. On allait voir les Chaplin avec ma grand-mère, vraiment tout petit, à 4 ans, 3 ans. Et qu'est-ce que l'enfant que vous étiez à l'époque a trouvé de fascinant dans le cinéma ? Est-ce que vous arrivez à vous replonger dans l'esprit de cet enfant-là que vous avez été ? Je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, non, mais ce transport vers un autre monde, vers les histoires des autres, vers l'ouverture sur le monde, je pense qu'un enfant, au fond, la réalité m'a toujours terrorisé un peu. J'aimais pas la réalité. Souvent, je m'ennuyais ou le monde me paraissait un peu terrible. Enfin, la banalité du monde, ou le fait de devoir attendre quelque part. Donc le cinéma, c'est toujours comme un accélérateur de vie, et qui vous apporte des émotions très fortes. Et aussi, il y a le rapport à l'image et à la musique, tout le monde sonore. Et aussi, comme mon père travaillait pour le cinéma, je passais mon enfance dans les salles de montage, dans les mixages. Donc c'est un truc... je suis produit pur et simple du déterminisme, parce que pour moi c'était toujours clair que j'allais faire du cinéma. Quand on parle de cinéma tchèque aux Français, la première chose qui leur vient à l'esprit, évidemment, c'est la nouvelle vague tchécoslovaque, Forman, Menzel, Passer, Chytilova. Est-ce que le cinéma tchèque actuel, selon vous, arrive à dépasser cet héritage prestigieux, mais qui peut être lourd aussi ? Disons que la situation est complètement différente. Donc c'est vrai qu'avant, la Tchéquie n'a pas vraiment le cinéma classique. Nous, on ne peut pas se tourner vers... le cinéma des années 50, par exemple, ça n'a aucun sens. Parce que c'était de la propagande ? Oui, parce que ce pays n'a pas eu le temps de développer son grand cinéma classique. Donc c'est vrai que le cinéma des années 60 est devenu quelque chose d'absolument extraordinaire. Après, la situation est un peu moins évidente, quoi. Vous avez étudié à la FAMU, au département documentaire, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est de là, justement, que vient cette appétence pour traiter, même de manière fictionnelle, justement des sujets plus sociaux, on va dire, dans vos films, de cette formation documentaire ? Je sais pas. Est-ce que je m'intéressais avant d'aller à la FAMU à cette approche plus documentaire, ou est-ce que je l'ai développé plus tard, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on a tous fait le département documentaire, parce que moi j'ai commencé sous le communisme, et à l'époque le département fiction, c'était vraiment une sorte de forteresse du parti communiste, etc. C'était quasiment impossible d'y pénétrer, et puis c'était pas forcément intéressant, donc tout le monde vous disait non, va au département du documentaire. Et donc en fait toute ma génération, les gens qui aujourd'hui font de la fiction, sont passés plutôt par ce département-là.
Et qu'est-ce que ça apporte à cette espèce de, on va dire, de contournement, d'arriver à la fiction par le biais du documentaire? Ça donne une prise plus forte avec le réel? Ça dépend pour qui. Moi, je suis étonné de voir qu'il y a des documentaristes qui, quand ils se mettent à faire la fiction, ils se perdent un peu, ils ont l'impression qu'il faut être sérieux ou je ne sais pas quoi. Du coup, ça vous donne les films assez antinaturels où vous voyez des acteurs qui se baladent en flanelle, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que tout documentariste arrive ou a la volonté de mettre du documentaire dans la fiction. Mais moi, ça m'intéressait. Et puis aussi, c'était une manière de faire parce que quand vous n'avez pas des gros budgets et quand vous voulez aussi parler de la vérité, moi, j'ai toujours voulu en fait me nourrir de la réalité, de travailler avec les non-acteurs. Parce que je trouvais que quand vous êtes jeune et vous devez faire votre premier film, en fait, moi, l'idée de travailler avec les acteurs que je connaissais, que je n'aimais pas forcément, il y avait très peu de films vraiment bien joués à l'époque. Alors spontanément, j'allais vers le non-acteur parce que je me suis dit que ça est un terrain plus intéressant. Comment est-ce qu'on travaille avec des non-acteurs puisque, en effet, vous avez tourné la majorité de partie de vos films auparavant, c'était justement avec des non-acteurs. Alors pour le coup, dans la communauté rome, on peut en parler un petit peu. Non, mais j'ai travaillé aussi avec des acteurs célèbres dans ce pays. Et en fait, je pense que c'est à peu près le même travail au fond. Expliquer ce qu'on veut. Soit faire lire le scénario, soit expliquer le scénario si la personne n'arrive pas à lire, et parler de la situation, de dire ce que la personne ressent. Et puis concrètement, ne fais pas ça, ne bouge pas. Et à la fin, parfois vous devez être très précis, et parfois il faut être très imprécis, parce que ça peut aussi arriver à l'acteur, mais surtout un non-acteur, il va répéter trop les choses, donc il faut pas dire ouvre la porte, dis bonjour, etc. Tu dis non, mais tu arrives comme tu peux, et tu les salues, voilà. Et si vous êtes vague, il va faire... Faut pas qu'il fasse les choses trop bien, quoi. Non, il va les faire comme il les sent. Et si vous lui mettez des carcans, ils vont devenir un peu mécanique. Mais ça, c'est toujours, même avec les acteurs, je pense que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut transmettre et comment rompre la glace de la mécanicité et de la non-vérité. En introduction, je parlais de ce film, Testaven, qui a été énormément récompensé par des prix, donc Janetta. Faut pas exagérer quand même. C'est pas mal quand même. Oui. C'est pas évidemment le premier film dans la communauté rome. Je pense aussi à Marianne. D'où ça vient cette envie pour vous, pour cette communauté-là en particulier, et l'envie de travailler sur des récits justement parce que j'ai envie de dire, en République tchèque, c'est pas forcément un sujet très prisé à la base. Non, mais moi je pense que ce qui m'intéresse dans tous les sujets, c'est le devenir de quelqu'un. Ce qu'on va faire de notre vie, parce qu'on a une seule, et il faut qu'on en fasse quelque chose. Alors pour moi, si c'est l'histoire d'une femme rome qui veut avoir juste une vie bien, et de vivre d'être, je dis même pas heureuse, mais juste simplement contente, et faire bien sa vie, ou alors Joseph Mysliveček qui décide qu'il va être meunier pragois et qui va faire une grande carrière en Italie du XVIIIe siècle et qui va devenir un grand compositeur. Pour moi, c'est la même histoire. En fait, ce qui vous intéresse, c'est toujours l'histoire du devenir, de comment va-t-on se réaliser, comment va-t-on passer des contingences à quelque chose qui ait vraiment du sens. En fait, ce qui vous intéresse, c'est les odyssées personnelles des gens. Ouais. Et je suis toujours admiratif, par exemple, des gens, je disais que j'étais l'enfant du déterminisme, parce que j'étais élevé comme ça, j'ai pas fait un parcours surprenant par rapport à d'où je viens, alors que je suis toujours étonné quand je vois les gens qui se sont battus, qui des conditions peut-être même misérables sont devenus des grands intellectuels, par exemple. Des choses comme ça m'intéressent, mais si c'est l'histoire d'un Rome qui veut juste avoir une vie décente, c'est aussi très bien et c'est très important. C'est pas pour insister
spécifiquement là-dessus, mais quand même je trouve ça intéressant parce que ce que je disais, j'ai l'impression justement que peut-être cette communauté-là intéresse en Tchéquie dans la mesure où quelqu'un justement en fait un documentaire, c'est quand même moins fréquent, on va dire, je dirais justement pour le coup dans la fiction. Est-ce que quelles ont été un peu les réactions justement, est-ce que vous n'avez pas peur une espèce de xénophobie latente en République tchèque sur ce genre de sujet, parce que ça existe, hein, enfin faut pas se voiler la face. Oui, bien sûr ça existe, mais non, mais ce qui m'intéressait, c'était le fait que c'était des gens qu'on ne connaissait pas, on leur parlait pas. Quand j'allais à l'école, je les voyais soit faire des éboueurs, soit de creuser des trous dans les trottoirs, comme ça se dit, creuser des égouts, etc. Mais il y avait une non-communication absolue entre nous et eux. Et après, quand j'ai pensé à ma première fiction, je me suis dit, et aussi, j'avais un ami qui ne pouvait pas étudier parce que sa mère était dissidente, et donc il est devenu éducateur dans un de ces petits c'était des centres, des orphelinats, mais en fait c'était des petits centres de rétention, disons carrément. C'était très violent. Donc comme ça que je les ai connus, et pour mon premier film, je voulais parler aussi d'un sujet qui n'a pas été traité. Et je trouvais qu'on avait aussi quand même une dette vis-à-vis de cette population, le racisme envers eux est évident. Et donc ça m'intéressait de faire une histoire exemplaire de ce que c'est être enfant rome pendant le communisme et grandir dans ce système-là. Et en fait être très jeune pendant au début de tous ces changements, 89, 90. Et donc je me suis attelé à ce sujet. On connaissait un garçon qui après était incarcéré et qui, soi-disant, s'est donné la mort en fuyant devant la police. Je pense qu'il a été tué plutôt par la police. Et donc j'ai eu tous ces dossiers depuis la prime enfance jusqu'au dernier dossier de la Cour de justice et le procès verbal qui annonce donc sa mort. Et comme ça j'ai étudié ce matériel, et en même temps je fréquentais beaucoup de Roms et j'ai fait le casting sauvage, et tout ça a donné mon premier film qui s'appelait Marianne. Et en fait, quand j'ai fait maintenant le film Il Bohémo sur Josef Mysliveček, qui est né en 1737 et mort en 1781, c'était à peu près la même chose, parce que j'ai cherché dans les archives, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai essayé de comprendre son monde, donc j'ai lu toutes les correspondances trouvables sur cette époque, que ce soit français ou italien, et à la fin j'ai passé beaucoup de temps avec les musiciens, avec les compositeurs, avec Václav Lux, le chef d'orchestre. C'est toujours le même principe. Vous êtes l'auteur, il y a quelques années, on avait eu l'occasion de se voir à cette occasion justement d'un documentaire sur Josef Mysliveček, ce compositeur tchèque qui était finalement d'une certaine manière une espèce de préparation, si on peut le dire comme ça, à un autre film, un film cette fois-ci plus on va dire de fiction, c'est pas de fiction puisque c'est plutôt un biopic sur donc ce contemporain de Mozart. Alors à l'époque il a été donc on parle là du XVIIIe siècle, un des compositeurs les plus acclamés d'Italie, où il a fait toute sa carrière, avant de tomber dans l'oubli le plus total, alors que Mozart lui-même l'admirait. Et puis il est redécouvert grâce à vous notamment, et puis aussi tiré des oubliettes par l'ensemble Collegium 1704 et son passionnant chef d'orchestre Václav Lux. D'où vient votre fascination à vous pour Josef Mysliveček et son destin, son odyssée personnelle, puisque c'est ça qui vous intéresse en tant que cinéaste? En fait, comme moi-même je me suis expatrié, j'étais intéressé je m'intéressais au destin de quelqu'un qui décide de devenir un artiste. Or, la famille lui dit qu'il doit être meunier. Il s'échappe, il est parti quasiment, il a fui parce que un jour il est parti sans passeport et tout. Enfin, on ne sait pas. La réalité de ce fait, on la connaît pas. Il est toujours est-il que il n'a rien dit, il a dit adieu à personne, et il est parti.
Et au bout de 4 ans, il commence une carrière incroyable. Que c'est comme si moi je partais aux États-Unis et à 4 ans je fais je travaille avec les budgets de Spielberg. C'était une carrière énorme. Et ça m'intéressait de raconter l'histoire de comment quelqu'un ressent ce besoin d'aller au fond de lui-même, de faire ce qu'il aime. En même temps, après, il y a le volet un peu diplomatique, le volet de ce que c'est, comment on fait une carrière, et ce qu'on devient quand on la perd, et parce que sa fin est tragique, et lui, à la fin, il devient musique. Cet homme devient musique, il n'a plus rien d'autre que sa musique. Et il est mort tragiquement, mais je sais pas, quasiment 300 ans après, sa musique et ses opéras nous peuvent émouvoir encore. Donc, après tout, c'est une histoire icarienne, triste, mais l'histoire d'une grande réussite, de quelqu'un qui est devenu quelqu'un et qui a écrit beaucoup de belles choses. On n'en a pas trop parlé en début de conversation. Vous avez donc fait la FAMU département documentaire, on en parlait tout à l'heure. Vous avez commencé aussi à tourner en Tchéquie. Et à un moment donné, vous êtes parti en France. Pourquoi ? Et comment est-ce que vous êtes retourné ? Non, parce que le besoin. Non, parce que j'ai toujours voulu le faire. Si j'avais été, je ne sais pas, peintre ou photographe, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Mais comme j'écrivais les histoires, je devais connaître la société, la langue, etc. Donc j'allais déjà en 80. Oui, tout de suite, quand je pouvais, j'allais en France. Mais je retournais en Tchéquie pour faire mes films. Et à un moment donné, je me suis dit, si tu le fais maintenant, tu le fais plus jamais. En 1 semaine, tout a été plié, la voiture vendue, et je suis parti. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce changement de perspective ? Est-ce que c'est peut-être une meilleure manière d'observer, on va dire votre pays d'origine, ou en tout cas une manière de se détacher Alors je ne sais pas, et je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. Enfin, de toute façon, j'ai entamé ce chemin, c'était pas facile. Après, je me suis rendu compte que j'ai pas pu faire des films que j'aurais bien voulu faire, donc enfin c'était aussi une histoire d'un certain désastre, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Quand vous êtes cinéaste, vous savez jamais pourquoi on vous laisse tourner, pourquoi on vous laisse pas tourner. C'était toute une histoire, mais au moins j'ai acquis comme ça, j'ai acquis une langue. Après, avec l'autre projet italien, avec Il Bohemo, j'ai acquis l'italien, et voilà, j'ai fait ma vie qui n'a pas été toujours brillante, mais la vie est comme ça. Une odyssée personnelle aussi. Il y a quelques années, nous avions discuté de la situation d'entre-deux, justement, quand on est à la fois de 2 pays. Vous me disiez à l'époque que les allers-retours n'étaient pas toujours faciles, en effet, et qu'aujourd'hui, finalement, vous arrivez à tirer le rideau quand vous êtes dans un pays ou dans un autre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ah oui, absolument. Moi, j'ai passé 3 ans maintenant en Italie, essentiellement à Rome, et là, j'avais peur mais j'ai gardé toujours mon appartement à Paris et tout, mais j'avais l'impression que ça n'existait plus. Et je voulais même pas rentrer. Après, voilà, je me suis dit, bon, j'ai mon appartement, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis allé à Paris, et au bout d'1 semaine, je me dis, mais l'Italie n'existe pas. Voilà, c'est vraiment, vous avez des petits compartiments, quoi. Oui, vous êtes toujours même dans la langue qui est présente. Après, moi, j'ai par exemple du mal parce que je n'écoutais pas la radio française du tout. Je ne lisais pas en français parce que je voulais lire en Italie. Après, quand je vais ailleurs, enfin, tout change. C'est vrai. C'est une histoire d'une grande fluidité et en même temps des compartiments. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose. Moi, je pense que tous les gens justement qui sont dans un entre-deux ont leur manière à eux justement de gérer la situation, parce que en effet, c'est jamais facile d'être de 2 pays, voire 3. Mais 3, c'est mieux. Moi, je conseille à tout le monde, si quelqu'un a partagé entre 2 pays, il vaut mieux choisir, adopter un 3e, et ça désamorce beaucoup de choses. Merci beaucoup. De rien. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.